Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une soirée exceptionnelle organisée par Midreshet Yehuda Manitou. Est-ce que je Et dois je prendre donne ce la coton? parole à Brigitte. Bonsoir. Tout d'abord, vous savez que depuis que nous sommes en guerre, la Midreshet Yehuda Manitou vous propose tous les jours, grâce à Odile Gottlieb, des moyens de vous porter volontaire. Et cette fois-ci, on vous propose d'apporter des livres pour les blessés qui se trouvent à Shaare Tzedek et qui aimeraient bien tout simplement lire. Alors, je vais vous donner encore une fois un numéro de téléphone. Elle s'appelle Mort et vous pouvez l'appeler pour convenir avec elle si vous pouvez lui apporter, lui déposer des livres. Son téléphone, c'est le 050 231 60 31. Johan va vous l'écrire, comme ça, ce sera écrit et vous pourrez le noter. Donc, des livres pour les soldats qui sont blessés à Shaare Tzedek. Maintenant, ce soir, nous avons une soirée exceptionnelle et nous avons le grand privilège de recevoir le docteur Daniel Guggenheim, comme vous savez, qui est donc ici d'une lignée de rabbins, hein, ça c'est important à dire aussi, qui est économiste et qui est conseiller financier économique à Calita aussi. Vous voyez, l'économie, c'est quand même très important parce que dans le public, souvent, on pense que l'économie, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est compliqué, c'est que pour gagner de l'argent, c'est que pour la bourse. Pas du tout. L'économie, d'abord, ça touche à l'essentiel d'une société. Vous savez combien, à la Midreshet Yehuda, en suivant cela, d'ailleurs, l'enseignement de Manitou, on se préoccupe de ce qui se passe dans la société israélienne. Et du rapport avec nos sources aussi. Dans la grande sagesse juive, on dit El Kemachen Torah, il y a pas de, si on n'a pas à manger, il n'y a pas de Torah. L'économie, c'est d'abord comment vivent les gens. Nous sommes en période de guerre et à part tous les soucis que nous avons aussi quelque part derrière la tête ce problème de la parnassa, c'est-à-dire comment les gens vont arriver à continuer à gagner leur vie. C'est quand même très important et je pense que c'est de cela que Daniel, tu vas nous parler, économie de guerre et le jour du lendemain. Vakasha. Merci, bonsoir. Puisque vous avez cité Manitou, je voudrais dire que j'étais une fois à une conférence, un débat qu'il a eu avec Jacques Attali à Rubroca, au centre Rachid. Et à ce moment-là, il a dit au milieu du débat, il a dit à Jacques Attali, l'économie est trop importante pour que les rabbins les laissent aux économistes. Donc, ça, en vérité, c'est exactement ce que vous venez de dire d'une autre façon. Ça, c'est une première chose. Une autre, dans mon introduction, je voudrais dire, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je venais d'une ligne rabbinique et comme on s'est dit au téléphone, votre père, le maître Ulmo, était un très grand ami de mon père, le rabbin Guggenheim, et on m'a dit cette semaine que un de mes frères m'a dit qu'en fait, si en France, tout le problème du droit coutumier, c'est-à-dire le fait que les gens peuvent divorcer civilement et après que le tribunal rabbinique peut intervenir et toutes les autres choses, c'est grâce à votre père, parce qu'il a conseillé du point de vue juridique à mon père comment faire pour que les autorités civiles acceptent tout ce que fait le tribunal rabbinique et inversement pour que ça soit résolu dans les deux cas. Et c'est donc la communauté juive depuis maintenant, après la guerre, en vérité, vit sur ce travail-là qui a été à l'effet fait par nos deux parents. Et donc, c'est quelque chose de très émouvant pour moi de le dire aussi ce soir. Une autre chose que vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais conseiller économique et financier à Calita. Je rappelle, je pense que c'est une organisation qui est connue, qui est bénévole d'abord, qui a été créée par Mark Heisenberg et qui aide tous les francophones, pas seulement de France, tous les francophones en Israël ou même en dehors pour ceux qui veulent faire leur aliyah, dans tous les domaines. Et par exemple, j'ai entendu pendant la guerre qu'ils ont appelé 11 000 personnes pour savoir qui étaient sur leur liste pour savoir s'ils avaient besoin de quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il y a aussi un numéro d'urgence qui a été fait. Et pas, bien sûr, dans mon domaine économique, on essaie d'aider, mais également dans tous les domaines que les gens ne peuvent pas imaginer. Et je permets de le dire ce soir parce qu'il y a un mot en hébreu qui est
est important, c'est le mot protectia. Pas protection comme on est en français, mais c'est le fait que parce que il y a des gens qui qui travaillaient dans ces métiers-là ou bien qui ont, peu importe, différentes façons de le faire, que nous, on peut arriver beaucoup de fois dans tous les domaines à avoir des résultats que quelqu'un ne pourrait pas avoir face aux administrations, face aux banques, face aux Bitoire Loumi, aux assistances sociales, aux impôts, n'importe quoi. Et tout est gratuit. Et vraiment, moi je le dis parce que ça fait de la peine des fois. Des gens s'énervent pendant des mois, ils nous appellent et nous, on a résolu en très peu de temps. Et des fois même, malheureusement, c'est trop tard. C'est pour ça que j'ai fait un appel, surtout que tous qui nous appellent, que ce soit ici ou à l'étranger, n'hésitent pas à faire appel à nos services à Qualita, que ce soit, on peut envoyer des mails, on peut téléphoner, tout est dans le site internet, il n'y a aucun problème. Puisque, quand même, on est Midreshet Yehuda, avant d'aller sur mon propos même de l'économie, je voudrais donner deux petites divrei Torah qui vont illustrer mon propos. La première chose que je voudrais dire est citer du Maharal de Prague. Je pense que Manitou aurait été content. C'est un grand penseur juif du XVIe siècle qui est très connu dans la tradition juive. Et il a un livre qui s'appelle Ner Mitzvah, c'est-à-dire la bougie des commandements. Et là-bas, il parle bien entendu de ce qui se passe dans l'exil et également des temps messianiques. Et on sait malheureusement ce qui est arrivé le Shabbat, c'est arrivé le jour même où on a repris le lecture de la Torah. Et par rapport à des versets de Bereshit, il dit la chose suivante. Il est marqué là-bas, Va'aretz haïta tohu vavohu v'chosher al penei tehom v'ruach elokim rachefet al penei hamayim. En français, la terre était tohu vavohu et il y avait les ténèbres sur l'abîme et il y avait dessus l'esprit divin qui était dessus. Et il dit comme ça, au nom du Midrash, que Resh Lakish d'ailleurs, expliquait comme ça ce verset. Va'aretz haïta tohu, il s'agit de Babylonie. Vavohu, il s'agit des Perses et des Mèdes. V'chosher al penei tehom, qui va venir bientôt, il s'agit des Grecs qui ont voulu nous aveugler par leur propre lumière. Al penei tehom, sur l'abîme, c'est Rome. V'ruach elokim rachefet al penei hamayim, c'est le Mashiach, c'est ça l'esprit divin qui est sur ces quatre royautés. Et il dit, ce n'est pas pour rien que Dieu, il y a un sens à l'histoire, que Dieu a fait ces quatre royautés, et dans ce sens, parce que c'est comme ça que Dieu a voulu conduire le monde. Et il pose la question suivante. Moi, il faut voir que le Maharal de Prague est au XVIe siècle, et il y a là-bas une grande puissance qui n'est pas citée à son époque, c'est Ishmaël, ce qui, par les rabbins du Moyen-Âge, est équivalent à l'islam, puisqu'elle a eu sa naissance en Arabie Saoudite, et dit, le Maharal demande, et où est Ishmaël dans cette liste-là? Et il donne une première réponse qui est un peu compliquée, kabbaliste, que je n'aurais pas, mais il donne une deuxième réponse qui dit que il me semble mieux que la deuxième et mieux que la première. C'est que la royauté de Ishmaël, donc de l'islam, est incluse, on dirait annexée, dans celle de Paras, dans celle de l'Iran. Et on peut s'étonner d'abord quel rapport il y a entre l'islam et, comment dire, même à son époque, de mettre ces deux choses ensemble et surtout de subordonner Ishmaël à Paras. Pourtant, on pourrait dire que c'est le plus contraire, c'était beaucoup plus fort à son époque qu'est-ce que c'était la Perse, c'était rien du tout. Et nous, bien sûr, on vit une période, on le sait, puisque dans chaque information, on nous dit c'est l'Iran qui est responsable et que même ceux qui expliquent, les analystes sont très étonnés comment le monde arabe, et particulièrement ceux qui sont à Gaza, s'inféodent et acceptent d'aller par rapport à Ishmaël. Alors, chacun il a son agenda, chacun peut voir qu'est-ce ce midrash et qu'est-ce qu'il veut retirer de ça. Moi, ce que je retire, c'est la chose suivante, que en vérité, ce sont deux royautés qui se haïssent. Mais quand il s'agit d'aller contre les Juifs, contre Israël, alors même Ishmaël est d'accord d'être inclus dans celle de Paras. Et en fait,
nous, pour gagner cette alliance-là, il faut qu'on soit unis. Le problème avant le 7 octobre, c'est pas, je ne vais pas révéler quelque chose de grand ici, c'est que le peuple d'Israël en Israël, ou même dans le monde, mais surtout en Israël, était très désuni. Et tout le monde dit d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on a eu ça, que ce soit point de vue politique ou même point de vue de morale. Et donc, c'est grâce à l'unité qu'on gagnera cette guerre. Ça, c'était la première chose. Le deuxième Torah que je voudrais dire pour lister mon propos, il vient de la paracha de cette semaine. En vérité, j'ai entendu même à la radio quelqu'un poser ça à un rabbin. Il a dit, j'ai pas compris Ésaü. Il a vendu à Yaakov son droit d'aînesse. Et après, lorsque Yitzhak donne les bénédictions à Yaakov, il se plaint et il dit, mon frère est venu Bemirma. Ça veut dire quoi? Mais Yaakov, il a acheté comme il le faut. Il n'y avait pas de raison il n'avait pas de raison là, Esav, de venir réclamer quelque chose. Très étonnant. Ça, il y a beaucoup de réponses. Il y en a qui disent Mirma, ça veut dire ici, au contraire de Chochma, mais le pshat, ça veut dire le sens littéral. C'est qu'il y a un problème entre ce que Esav dit, il est venu par ruse, il m'a trompé. C'est très étonnant quand on voit le texte. Et je crois que la réponse est la chose suivante. En économie, il y a une grande discussion dans les économistes pour savoir est-ce que c'est l'économie qui dirige la politique, les idéaux, ou c'est le contraire. Et pendant des années, depuis, on pourrait dire les grandes 70 et autres, toute l'Europe et tout le monde occidental, même les États-Unis compris, ont considéré que l'économie était plus forte que la politique. C'est-à-dire que on va faire la mondialisation, et même des pays comme la Russie, comme la Chine, etc., ils vont devenir démocratiques parce que finalement, ils vont voir que c'est très bien d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir le bien social. Et donc, pour cela, ils diront, on va abandonner nos dictatures et nos idéaux. On voit d'ailleurs que tout l'argent qui était donné à Gaza, des milliards de dollars, au lieu de servir à l'économie, qui aurait pu être, comme dit souvent Singapour, il a servi à être un enfer et devenir un enfer pour les autres. Et en fait, les pays en reviennent. D'ailleurs, on le voit, même il y a une démondialisation maintenant, il y a beaucoup moins d'investissements étrangers en Chine, etc. Récemment, même Biden a dit à Chine qu'il était un dictateur. Donc, en fait, on en revient. Et on voit qu'en vérité, que les idéaux, ils sont plus forts que l'économie. En fait, l'erreur du monde occidental est qu'il ne faut pas se mettre à notre place, à nous projeter notre système de valeurs, mais savoir qu'il y a d'autres qui ont des autres systèmes de valeurs. Et c'était ça l'erreur qui a été faite. La conception israélienne, d'ailleurs, aussi était la même à Gaza, en permettant aux travailleurs de venir ici. On pensait que ça les rendrait heureux et ne les ferait pas faire des attentats. Et on a vu que c'est le contraire. Je pourrais résumer pour dire une boutade. En vérité, on le voit dans ceux qui ont lu Obélix et compagnie, c'est ça. Il essaye aussi, il y a quelqu'un là-bas, un Romain, qui essaye de venir corrompre le village et n'y arrive pas parce qu'en vérité, l'idéologie est plus forte que l'économie. Voilà. Donc, avant d'aller dans les faits même, je voudrais, dans mon introduction, dire une dernière chose. Il y a quelque chose qui me pèse beaucoup. Je vois depuis des mois, même avant, au niveau de la réforme judiciaire, et maintenant encore, il y a une désinformation dans la presse économique et financière qui se dit soi-disant intellectuelle sur ce qui se passe. Il y a des faits, et chaque fois quelque chose qui se fait, il y a des chiffres qui sont donnés, etc., ils essayent toujours de noircir la situation. C'est un problème d'abord parce que le peuple d'Israël, même, on peut dire même le juif dans le monde entier, est maintenant encore plus angoissé qu'avant. Mais en plus, c'est souvent faux et ça fait aux gens donner des conclusions mauvaises, comme on va voir maintenant. Et je voudrais donner, par exemple, un exemple de cette désinformation, et c'est pas moi qui la donne, c'est un journal qui s'appelle Lifskin. Il a publié cette semaine, dans Maariv, je crois, un texte où il y a ce suivant. Au point de vue politique, on vient beaucoup attaquer maintenant ce qu'on appelle l'argent donné dans le budget pour les partis politiques, ce qu'on appelle l'argent de la coalition. Et il a dit, je vais vous dire ce que c'est cet argent-là. C'est de l'argent qui est donné à Zaka, c'est de l'argent qui est donné à Yad Vashem, et c'est de l'argent qui est donné aux populations fragiles, et surtout pour ceux qui auraient besoin d'avoir un effort, d'être psychologiquement soutenus. Il a dit,
est-ce que quelqu'un va venir faire ce que fait Zaka pour comme la façon dont je le fais, venir prendre des corps? Est-ce que quelqu'un va aider psychologiquement les choses? Et c'est donc des exemples qu'il a donnés. Et donc, il faut faire très, très attention dans le débat parce que on croit, parce que ça a été dit dans un journal soi-disant sérieux, c'est comme ça. Non. Je dis qu'il faut toujours aller sur les faits. Je suis pas ici un représentant du gouvernement ou bien son porte-parole, pas du tout. Et vous verrez que même lorsque je présenterai des choses, je présente la situation, je dirais qu'il peut y avoir des problèmes. Mais il faut faire très attention de s'arrêter aux faits. Après, il y a l'analyse. Mais la première chose, c'est de voir qu'est-ce que les faits disent et pas essayer de mettre sa propre conception ou de voir soit par rapport à ce qu'on a envie que ça soit et de déformer la réalité. Et c'est un message que je lance et c'est très, très important chaque fois que vous verrez des informations je pense, se rappeler de cette mise en garde. Je voudrais donner, puis maintenant je vais entrer dans le premier sujet, si vous voulez, dans l'économie de guerre, puisque pour un petit peu envisager le jour du lendemain, il faut voir qu'est-ce qu'a été l'économie de guerre après 45 jours à peu près depuis le début de la guerre. Je voudrais donner des chiffres, comme je fais d'habitude, des chiffres saisissants. Le dollar, cette semaine, là maintenant dimanche, il vaut pour un shekel 3 shekels 7, c'est vrai, 71 même, si vous voulez. Pendant qu'il y a eu le problème de la guerre au milieu, déjà il y a à peu près 2 semaines, le dollar était à 4 shekels, pratiquement 10. Regardez, en 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, oui, c'est parce que le dollar en ce moment est faible. C'est vrai, il est un peu plus faible que d'habitude. Alors voyons l'euro. L'euro, il était par rapport au shekel à 4, il a dépassé 4,30. Il est aujourd'hui à 4,05. Regardez, pour les deux, c'est entre 25 et 30 courantes en peu de temps. Or, l'économie, on le dit, c'est le premier signe de la force ou de la vitalité d'une économie. On aurait pensé qu'à presque 45 jours de guerre, vu ce qu'il y avait, que le shekel, au contraire, serait encore bien plus faible qu'il est maintenant. On voit qu'il est plus élevé, que ça soit par le dollar ou par l'euro, ou par l'ensemble des monnaies. C'est la shekel la monnaie qui s'est le plus renversée dans le monde entier pendant ces dernières semaines. Et donc, ça a été noté par les économistes, et ça, c'est des faits. Deuxième chose, alors vous allez me dire peut-être la monnaie, peut-être parce que la Banque d'Israël a effectivement un peu acheté des shekels. Alors voyons les marchés financiers. C'est quoi les marchés financiers? La première chose, c'est la bourse, c'est-à-dire là où on achète des actions et des obligations. Eh bien, c'est vrai que juste après le 7 octobre, la bourse s'est effondrée, et effondrée encore 5-6%. C'est vrai, c'était pas facile, elle a baissé même après encore plus. Et maintenant, il y a beaucoup d'indices qui se sont ressaisis. Certains sont un peu moins, bien entendu, qu'avant la guerre, mais disons que ça dépend de chaque indice au niveau du marché financier. Mais en fait, ce n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu penser. Et c'est dû en partie au fait que maintenant les entreprises commencent à publier les résultats. C'est vrai, c'est pas les résultats d'après la guerre, c'est les résultats de fin septembre, mais dans leur bilan, ils en parlent. Et les résultats sont souvent surtout pour les sociétés qui sont aussi cotées en Amérique, mieux que ce qui avait été prévu. Et donc, c'est ça aussi qui explique ce ressaisissement et pas simplement cette confiance des investisseurs, les bons résultats, et c'est pas seulement au niveau de la monnaie comme je l'avais dit avant. Alors, il faut dire, puisque j'ai parlé des sociétés, il y a beaucoup de sociétés israéliennes, je crois une centaine, qui sont cotées dans ce qu'on appelle la bourse du Nasdaq en Amérique, c'est la bourse de la haute technologie. Il faut savoir que pendant cette semaine, maintenant qu'on vous parle, il y a des sociétés qui sont à leur plus haut historique. Il y a, que ça soit Chainpoint ou autre, ça veut dire que des sociétés qui sont anciennes, même de certaines nouvelles startups, sont très appréciées, surtout dans certains domaines comme le cyber et autres. Les investisseurs privés dans le monde entier voient les résultats, ils ne regardent pas la guerre, ils voient que finalement la haute technologie en Israël, malgré les problèmes qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, arrivent à se sortir. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un taux record, c'est ça les faits. Alors, pourquoi c'est dû en partie? Il faut dire que
Si par exemple on prend la Grande Guerre, qui a été également pour Israël très tragique, qui a eu des effets économiques très très durs, la guerre du Kippour. Quand on regarde la situation en 1973, à la veille du Kippour, et la situation en Israël avant la guerre du 7 octobre, c'est vraiment, ça n'a rien de comparable. Israël est, du point de vue de l'OCDE, point de vue de ce qui compte pour les sociétés de cotation, etc., un des meilleurs pays des pays développés. 3, 4e. Il y avait Calcaliste, il a dit il y a quelques mois de ça, point de vue du mondial, Israël, suivant son nombre d'habitants, est en vérité la 4e puissance mondiale économique. Donc, c'est vraiment Israël, point de vue ces dernières années, et depuis la guerre du Kippour, encore plus, et vraiment, point de vue économique, a fait des bons énormes. Alors, et fait en sorte que les résultats macroéconomiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle sa balance commerciale ou les exportations, c'est-à-dire l'exportation, l'importation, et les déficits, etc., sont bien meilleurs que ce qu'ils étaient à l'époque. Maintenant, il faut dire, et c'est pour ça que quand même une critique, qu'en fait, une partie de ces bons résultats économiques est due au fait qu'Israël, point de vue social, est un pays très dur. Moi, je le sais parce que je vois qu'à l'ITA commençait. Les aides sociales qui sont données dans les pays développés, en France ou autres, sont bien plus importantes que ce que c'est en Israël. Que ce soit pour les familles nombreuses, pour les handicapés, pour toutes ces choses-là. Il faut reconnaître qu'en Israël, la retraite aussi, beaucoup plus tard qu'on peut prendre dans les pays développés, et on a beaucoup moins de retraites qu'on a dans les pays développés. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles économiquement Israël a fait des meilleurs chiffres. Et c'est dû en grande partie parce que souvent, le ministère des Finances tenait pas assez compte du problème social. Ce qui est intéressant de dire, c'est que depuis un an, à mon avis, on avait un petit renversement parce que ceux qui avaient gagné les élections, c'était surtout une partie de la société qui avait besoin d'être aidée. Si on prend le parti Chasse ou d'autres partis, même le parti de la Tzionut Datit ou de Otzma Yehudit ou de Yahadut HaTorah et même du Likoud, sont représentants de populations qui ont besoin d'aide beaucoup plus du gouvernement. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites cette année. Donc, il y avait, point de vue social, un petit mieux qui avait été fait en particulier cette année, mais c'est effectivement un point, je pense, défavorable par rapport à Israël, mais d'un côté, ça lui permet maintenant, économiquement, de tenir le coup. Je voudrais dire d'ailleurs, puisque c'est un fait, aucune société de notation n'a pour l'instant baissé la note d'Israël. Alors qu'une des sociétés vient de baisser la note des États-Unis, pour Israël, elle a dit que non. Ils ont dit, on va voir ce que ça va donner dans les prochains temps, ce que ça va donner dans la guerre, mais pour l'instant, même si on sait que les déficits et les autres points macroéconomiques vont être moins bons, on ne veut pas pour l'instant, on ne sent pas le besoin de baisser la note d'Israël. Le résultat, c'est que quand maintenant l'État d'Israël a besoin maintenant de plus emprunter, surtout il le fait maintenant sur le marché financier en Israël, mais même s'il le fait à l'extérieur, il emprunte plus, mais en fait à un coût plus ou moins égal à ce qu'il avait avant la guerre. Et moins cher que si c'est les États-Unis qui, eux, ont besoin d'emprunter sur le marché financier. Les taux d'intérêt de la Banque d'Israël et de la Banque américaine sont pas loin l'un de l'autre, mais point de vue des emprunts d'État, du coût pour l'État d'Israël, ou même pour les entreprises, souvent c'est très comparable à ce qu'on a à l'étranger, et des fois c'est même un meilleur coût que ce qu'on a à l'étranger. C'est ça qui compte, encore une fois, comme je l'ai fait, qu'est-ce que pensent les investisseurs en Israël ou du monde entier sur l'économie israélienne. Point de vue de la consommation, qui a eu depuis 45 jours, la Banque d'Israël a fait une étude très très importante et a trouvé que sur les 40 jours à peu près, la baisse moyenne de la consommation a été de 10%. Certaines recherches avaient montré que début novembre, il y avait un tassement, c'est-à-dire la deuxième semaine de novembre, pardon. C'était dû en fait à des statistiques mal calculées. Je redis, c'est très important de dire, il faut faire très attention dans les chiffres qui sont donnés et de voir où ils sont donnés et de voir l'explication qui est donnée avec, parce que des fois, on peut avoir des mauvaises impressions. Et donc, la consommation, elle a baissé de 10%. Il est évident qu'il y a des secteurs comme l'alimentation qui a beaucoup augmenté, des secteurs où ils ont moins consommé, dans les hôtels ou dans les voyages, c'est évident.
mais c'est une moins grande dégradation qu'on aurait pu penser. J'ai vu une explication d'ailleurs aujourd'hui dans un site financier, c'est dû au fait à la solidarité israélienne. Les Israéliens ont beaucoup cuisiné pour les soldats, ont beaucoup donné aux gens qui malheureusement ne sont pas à leur endroit. Vous avez, au début de l'émission, vous avez parlé de cette solidarité. Et bien entendu, ça compte énormément, puisque c'est quelque chose de national, dans les chiffres que je viens de donner de la consommation, et ça a joué un rôle. Point de vue du chômage et ce qu'on appelle du congé sans solde, il y a eu une forte dégradation, c'est vrai. Mais on parle de, j'ai vu le chiffre, plus de 100 000 personnes, alors que d'habitude, on a seulement 20 000. Donc, c'est vrai, c'est une réelle dégradation. Une partie de cette dégradation, c'est-à-dire de gens qui ont été mis surtout en congé sans solde, c'est dû au fait que l'État a dit qu'il il va lui-même prendre en charge les gens qui ont été mis en congé sans solde. Alors, donc, les entreprises ont eu moins de scrupules. Ils ont dit maintenant, bien entendu, il y a des entreprises qui ont eu leur chiffre d'affaires de baisser énormément, 50, 60%. Et donc, ils ont dit, ce qu'on va faire, on va pas couper le lien avec ma main-d'œuvre. On va lui permettre d'aller, avec les nouveaux principes de l'État, d'aller dans des congés sans solde. Et c'est ça explique une grande partie des congés sans solde. Bien entendu, il y a quand même une dégradation du marché de l'emploi, puisqu'on était à 3% avant et que maintenant on est sans doute à 4-5% à mon avis de chômage. Mais il faut voir qu'il y a des secteurs qui sont très demandeurs et par exemple l'agriculture ou autre, et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de dégradation du chômage. On n'est plus en plein emploi, mais il y a des secteurs qui sont très demandeurs. J'aime bien aussi, lorsqu'on a une période comme ça, de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau économique, mais général, c'est-à-dire d'essayer d'analyser qu'est-ce qui fait le gouvernement. En fait, il y a un mot pour ce que fait le gouvernement. Il fait une politique qui s'appelle keynésienne. Keynes était un économiste qui a vécu maintenant, je crois, il y a 100 ans. C'est lui qui a sorti l'Amérique de la crise de 1929 en disant qu'il fallait que l'État mette de l'argent dans l'économie pour que tout remonte, pour éviter le chômage et pour qu'il y ait de la croissance, etc. Et en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de choses, on ne vous le dit pas, mais en vérité, c'est ça l'idée, c'est que le gouvernement d'Israël fait énormément de choses pour injecter des liquidités dans l'économie. Je donnerai 2-3 exemples. Tout ce qui est des impôts, tout ce qui est des autres, impôts, même Arnouna, autre chose, ils ont dit, voilà, si quelqu'un il ne peut pas payer, qu'il ne paye pas maintenant. Et nous, ça dépend où il est, mais sans doute, il n'aura pas besoin après de le faire avec intérêt. Donc, ça fait que les gens aient plus d'argent. Le fait que les entreprises aient plus dégraissé et donc ils ont moins à payer de personnel parce qu'ils ont pu mettre en congé social, ça leur donne des liquidités. Et également, ils ont dit, si par exemple vous ne pouvez pas payer la TVA maintenant, ne payez pas. Plein de, au point de vue de l'État, de l'administration, de permettre cette liquidité. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau des banques, la Banque d'Israël, il lui a été reproché de ne pas baisser les taux d'intérêt, mais elle a fait autre chose. Elle a donné 10 milliards de shekels aux banques en disant, chaque personne qui vous dira et vous prouvera qu'il a eu seulement 25% de moins de chiffre d'affaires, et c'est à mon avis 90% des sociétés en Israël, ou des indépendants également, vous pourrez leur donner des intérêts au prime, c'est-à-dire 6,25 au lieu que maintenant ils donnent 8% ou autre. Et simplement, et moi je vous donnerai l'argent, et ça veut dire ça permet à tous ceux qui ont besoin de prendre des emprunts moins chers. L'État fait la même chose, mais je trouve que les conditions données par l'État, même si c'est une garantie par l'État, sont moins bonnes parce qu'ils ont été un intérêt plus fort. Donc, toutes ces trois choses-là ont en vérité fait qu'il y a plus de liquidité dans l'économie. D'ailleurs, l'État, par exemple, s'il doit de l'argent aux particuliers, que ce soit au niveau de la TVA, au niveau des impôts ou au niveau de différents manakim, ce qu'on donne la prime de travail ou autre, ils ont avancé pour que justement, pour ça sans devait le donner, eh ben, on va le donner même avant qu'on aurait dû le donner pour justement éviter qu'il y ait un problème de trésorerie. Je disais à Brigitte, lorsqu'on s'est parlé, que moi j'avais fait une thèse sur les problèmes des faillites. Et donc, je crois que c'est ça aussi. Beaucoup d'entreprises
d'indépendants ou de particuliers font faillite, non pas parce qu'ils ne sont pas rentables dans ces trois personnes-là, mais c'est surtout parce qu'ils peuvent avoir un problème de ce qu'on appelle de trésorerie. Il faut absolument que le flux de trésorerie normal soit positif pour pouvoir survivre. En fait, c'est ce que je pense, c'est ça la politique de l'État. Aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il faut quand même, il faut faire des critiques, aujourd'hui, il était annoncé qu'il devait y avoir un site aux impôts où on pourrait, tous les indépendants et autres entreprises pourraient là-bas donner les chiffres de baisse de leur chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de l'aide, une aide magnifique. Moi, j'ai calculé pour des indépendants, c'était facilement, ça pouvait aller jusqu'à 14 000 shekels par mois. Et je parle d'indépendants qui ne gagnent pas des sommes formidables. Mais simplement, je ne sais pas, ils ne savent pas pour quelle raison les impôts n'ont pas réussi à mettre aujourd'hui le site. Enfin, c'est quelque chose de momentané, mais l'idée est bonne. Enfin, point de vue analyse, presque non. Je voudrais parler aussi de l'agriculture. Il y a eu le ministère de l'Agriculture a donné des chiffres vraiment spéciaux qui montrent que ça tient le coup, malgré que, bien que beaucoup d'entreprises agricoles soient des kibbutzim, soit à côté des deux frontières, que ce soit la nord ou le sud, ils ont quand même tenu le coup. Il y a eu des records, par exemple, je dirais juste pour les œufs, 220 millions d'œufs collectés au mois d'octobre, ça n'est jamais arrivé. Et de ce fait, la balance commerciale d'Israël s'est beaucoup augmentée parce qu'il y a plus d'exportations que le mois d'avant et même sur l'année. Et il y a moins d'importations vu que l'Israélien a quand même au moins importé. Et il y a d'ailleurs, c'est intéressant au niveau des importations, il y a des problèmes à la douane, enfin dans les ports. Et il y a énormément de voitures qui se sont accumulées et beaucoup de voitures qui auraient dû être achetées par des gens de Gaza qui maintenant sont dans les ports de Haïfa. Je ne sais pas ce qu'on en fera. Je ne sais pas si c'est les Israéliens qui finalement utiliseront les voitures qui ont été commandées par des clients de Gaza. Je sais que là-bas, il y a des dizaines de milliers de voitures qui attendent ça, qui attendent un preneur. Point de vue du coût de la guerre, le coût direct de la guerre est évalué à 1 milliard de shekels par jour. Mais d'un côté, les USA, au début, les Américains avaient parlé d'une aide de 10 milliards de dollars. Ils ont donné maintenant 14 milliards de dollars. Et donc, pour l'instant, les coûts directs de la guerre ne sont pas encore dépassés. Le déficit budgétaire, c'est important puisque c'est aussi une des choses que regardent les sociétés de notation parce que souvent, ça peut faire de l'inflation. On parlait qu'à la fin d'année, il serait de 3% par rapport à la production. On pense maintenant qu'en fin 2023, il sera de l'ordre de 5%. Et donc, bien plus important que prévu. Et pour l'instant, pour 2024, on est encore plus pessimiste. Mais ça ne remet pas en cause le poids de la dette. En Israël, par exemple, je vous donne cet exemple, toute la dette du pays n'est que 60% de sa production, avant la guerre en tout cas. Et si vous voyez en France, on est à 120%. Alors vraiment, on a encore du chemin à faire pour venir dans des pays comme la France. Dernière chose que je voudrais parler, oui, c'est l'histoire de l'immobilier. Il y a des chiffres qui viennent de sortir de l'INSEE israélien, c'est-à-dire à Lamas, on l'appelle en hébreu, qui a donné aussi des chiffres sur c'est ce qui se passe au niveau des prix de l'immobilier. Je parle des achats et des ventes. D'abord, il faut savoir que c'est des chiffres qui sont en retard, qui datent de juillet-août, parce qu'il y a toujours un retard de toute façon, et surtout, et ça ne concerne pas la période de la guerre, sûrement, où il y a eu très très peu de ventes. J'ai vu des chiffres comme 1000 seulement appartements vendus. D'après donc les calculs de l'INSEE qui sont donnés, il y a une baisse, même annuelle, c'était paru depuis plusieurs années, mais c'est pas quelque chose de grand. Ils ont parlé de moins 0,2%. D'après beaucoup d'économistes, l'immobilier en Israël a baissé entre 7 et 10%. Je parle d'abord pour les logements neufs. Qu'est-ce que l'INSEE ne calcule pas dedans? Beaucoup de choses que les promoteurs font pour masquer la baisse réelle des prix. Par exemple, un promoteur maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un qui achète. Il dit à la personne, tu sais, normalement, tu aurais dû donner tant et tant, au moment où tu achètes, je ne demande presque rien. Toi, normalement, tu aurais dû payer et tu aurais dû avoir indexation par rapport à mes frais à moi. Non, tu n'auras pas besoin. Normalement, je ne devais pas te donner une cuisine, je te fais une cuisine formidable. Je te donne un marsan, quelque chose, une pièce en plus, etc. Une cave et des choses de genre. C'est des choses qui ne se voient pas, mais on le voit dans les bilans.
on voit que les promoteurs ont à peu près 50% en moins de flux de trésorerie que l'année dernière. C'est dû une partie, les 25%, la moitié est due à une baisse des ventes d'appartements, ça on le sait, mais la moitié est due aussi au fait qu'ils gagnent beaucoup moins, puisqu'ils ont déjà acheté les terrains, et ça, c'est dû au fait que les prix, en vérité, ont beaucoup baissé. Et d'ailleurs, il y a des promoteurs qui commencent à faire faillite. Il y a une célèbre qu'on a parlé beaucoup ces derniers jours, c'est la société Mor qui avait acheté un des plus grands terrains à Tel Aviv, là où il y avait l'aéroport de Sdedov, et que lui, il a été mis en faillite par la Banque Leumi, et on ne sait pas maintenant comment ça va se terminer. Donc, ça veut dire qu'on sait que les promoteurs sont très, très en mauvaise posture. On les voit d'ailleurs dans les bilans qui sortent maintenant, même avant la guerre. Et qu'il faut savoir que ça va faire que les prix de l'immobilier, j'en parlerai tout de suite, vont continuer à baisser. Il y a beaucoup d'intérêt, comment dire, que ce soit des gens immobiliers ou des promoteurs ou autres, qui vous diront non, maintenant c'est le moment d'acheter parce qu'ils ont intérêt à le faire. Je parle de la presse économique et financière qui est objective, qui apporte des preuves, qui fait des analyses, et ils disent les prix vont continuer à baisser. Ils avaient augmenté de 30% pendant 2 ans, et on va avoir le contraire maintenant, une baisse assez importante, et on le voit d'ailleurs dans le monde entier. D'après beaucoup d'économistes, je dirais, les prix réels les prix ont déjà baissé cette année de 20%, voire 25%. Ils ont même des preuves. Je pense que c'est pas que c'est quelque chose qui est envisageable et que ça va, comme je le dis, continuer. Et bien entendu, il faut penser à des endroits comme Ashkelon ou autres, que c'est vraiment là-bas, c'est vraiment des gens qui doivent maintenant vendre appartements, sont obligés de baisser énormément les prix, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je voudrais maintenant terminer par la cerise, c'est-à-dire le jour du lendemain, puisque les gens se demandent il faut avoir une perspective quand même après les analyses qu'on a faites. Je voudrais dire d'abord la chose suivante, que on m'appelle optimiste et peut-être que l'analyse que j'ai faite et les chiffres que j'ai donnés peuvent vous étonner et vous dire c'est pas ce qu'on voit dans la presse et peut-être il y a d'autres raisons et peut-être en vérité c'est pas comme cela. Il y a une chose que, à mon avis, les marchés financiers, même le shekel ne prennent pas en cause, c'est le problème du Nord. Parce que les gens, les analystes financiers et comme je dis, les investisseurs regardent la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui montre que à Gaza, c'est quelque chose de limité et que on va pouvoir bientôt, on parle même d'1 mois, c'est le ministère des Finances qui a dit avoir terminé la situation, et que dans le Nord, on restera quelque chose de limité. Mais c'est parce que c'est ce qu'on voit maintenant. Il faut être très prudent parce que si le Nord, Chas Shalom, ça se réveille beaucoup plus fort, c'est un très grand problème économique. D'ailleurs, même au-delà, à mon avis, d'Israël, ça sera quelque chose de mondial, de régional et de mondial. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'Amérique fait très pression Israël pour ne pas faire de plus grandes représailles par rapport aux attaques du Hezbollah, mais il faut prendre ça en cause lorsqu'on parle du jour du lendemain. C'est pour ça que je veux être prudent. J'ai souvent des téléphones de gens qui me disent « Qu'est-ce que vous pensez ?» Je vois que le shekel remonte bien. Je leur dis « Vous savez, c'est vrai, mais il faut prendre ça en cause, il faut prendre ça en compte lorsqu'on veut faire des investissements parce que c'est quand même un problème qui peut exister. » Quand on parle de la construction de Gaza, j'ai vu une analyse très intéressante de quelqu'un qui est ici dans une maison d'investissement, et il dit la chose suivante. Si on regarde, qu'est-ce qui se passait avant le 7 octobre à Gaza, point de vue économique je parle, Gaza vivait en vérité avec 2 monnaies, la lire égyptienne et surtout le shekel israélien. À Gaza, il n'y avait pas de monnaie propre. Et c'était les 2 seules monnaies qui étaient plus ou moins acceptées, que les gens s'échangeaient, je ne crois pas le dollar et autres. Et c'est évident que c'est parce que beaucoup d'employés de Gaza venaient travailler en Israël. C'était aussi une des raisons. Et une des raisons était qu'en vérité, c'est que de Israël qu'ils pouvaient avoir un avenir économique puisque l'Égypte les bloquait. Et il dit la chose suivante, qu'à son avis, et d'après ce qui est donné, je parle par rapport à Gaza, il y aura une reconstruction à Gaza, elle se fera sans doute sur surveillance israélienne, ça de toute façon c'est évident, militaire. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme régime politique ou autre, mais ça se fera en shekel.
Il veut dire en fait que les pays arabes et le monde occidental vont investir et envoyer beaucoup de dollars et beaucoup d'euros à Gaza et que cet argent sera sans doute changé en shekels. Et donc, il est très possible, ce sont des mouvements énormes. Si ça se fait de cette façon-là, tout est permis et donc on peut voir très bien le dollar comme il a été à 3,30 voire même moins parce que c'est ça qui ça sera des mouvements et de l'argent très très important. Et il dit aussi d'ailleurs qu'il est probable que des compagnies israéliennes, si tout va bien, même eux-mêmes participent à cette reconstruction de Gaza et donc profitent de cette manne qui sera donnée par les pays arabes et par le monde occidental. Donc ça, c'est au niveau du shekel, ça peut être intéressant. Au niveau de l'inflation, tous les économistes s'accordent à dire qu'il y aura une baisse très importante de l'inflation dans les 12 prochains mois par rapport au rythme actuel. Le rythme actuel, on est à 3-7% à peu près. L'année prochaine, les 12 prochains mois, il est compris entre 2,5 et maximum 3, ce qui est l'objectif d'ailleurs et de la Banque d'Israël et du gouvernement israélien. La majorité pense 2,7. Il y en a même qui, en voyant les résultats de l'inflation qui a été donnée maintenant en septembre, en septembre et en l'analysant, ont baissé leurs prévisions pour les 12 mois prochains. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra à la Banque d'Israël de baisser même plus vite peut-être que les autres pays ses taux d'intérêt pour soutenir la croissance d'Israël dans les prochains mois. Parce que si l'argent est moins cher, ça permet bien entendu et aux entreprises et même aux particuliers de pouvoir et consommer et investir. Il y aura un nouveau budget qui est prévu pour fin 2023 et 2024, qui sera un budget où il y aura bien entendu plus de postes sur le militaire. Et ça, il faudra voir comment on aura bientôt, dans les semaines qui viennent, on saura comment le budget sera arrangé. Dernier grand sujet dont les économistes parlent, c'est le remplacement de la main-d'œuvre palestinienne et également de certains des étrangers qui ont fui le pays, comme on sait, et c'est normal, les Thaïlandais et autres. Il y a à l'heure actuelle, il y avait avant le 7 octobre, 150 000 personnes dans la population que je viens de parler, c'est-à-dire que ce soit palestinienne ou des étrangers. Et or, il est clair que pendant un certain nombre de moments, il n'y aura plus ici d'ouvriers, de Palestiniens de Gaza qui vont venir travailler en Israël. Ça a été dit et je ne pense pas que si ça se fait, ça ne se fera pas dans les prochains temps. Et d'un autre côté, il y a, je pense, en tout cas c'est comme ça maintenant, je ne sais pas combien de temps ça durera, par rapport à la Cisjordanie, aussi sans doute les deux économies vont se séparer, enfin beaucoup le disent, et il y aura, il faut envisager en tout cas le fait que beaucoup d'ouvriers qui avant travaillaient Cisjordanie en Israël le fassent moins. Et donc c'est un problème pour Israël, parce que ces travailleurs travaillaient souvent dans l'immobilier et donc il faut devoir les remplacer. Alors il y a déjà eu des recherches qui ont été faites dans différents pays, en Inde, en Moldavie et dans d'autres. C'est pas les chiffres dont je vous parle, mais le gouvernement israélien est en train d'envisager justement d'employer de ces pays-là une plus grande, de façon plus importante, cette population étrangère. Maintenant, ils le font avec beaucoup de prudence et je trouve que ce serait intéressant parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation comme en France ou dans les pays européens qui sont submergés par l'immigration parce que dans les années 60-70, ils ont fait venir énormément d'immigrés et maintenant, il y a un problème d'identité dans tout le monde occidental. Et donc, ils allègent quand même le problème bureaucratique, mais ils le font avec prudence et de toute façon, il faudrait trouver une solution pour que le pays redémarre à ce niveau-là. Dernier sujet que je voudrais dire, et c'est la question fondamentale, et je reviens à mon introduction. À mon avis, ce qui permettra à Israël, économiquement aussi, de pouvoir revenir de ce choc qu'on a eu, c'est l'unité et la solidarité. Il est clair que
avant le 7 octobre, on le sait sur les marchés financiers, et même si c'est de façon des fois incompréhensible point de vue économique, le fait qu'Israël était désuni portait un problème donc justement à l'économie israélienne et aux investissements. Et le fait qu'on a vu cette solidarité et cette unité maintenant et qui persiste, même les gens sont étonnés même après 40 jours, on le voit, que ça soit par rapport aux soldats ou par rapport aux personnes qui ont été déplacées. Et je pense que si cette unité et cette solidarité continuent, alors Israël pourra sortir de cet état économique où il est maintenant, qui est un peu problématique, et pouvoir affronter les défis qu'il devra affronter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai que vous êtes très optimiste, il faut dire la vérité. Moi, j'aurais une petite question en attendant que les gens vous préparent leurs questions. Vous avez dit que l'inflation allait baisser. Vous pouvez expliquer pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Par exemple, l'immobilier. L'immobilier, je ne parle pas en entendant des achats et des ventes seulement, je parle aussi comment ça coûte de faire une maison. Et je me fais exprimer. Lorsqu'on a une maison, on a des frais. Et il y a aussi la location qui rentre dedans. Et c'est ce ils appellent ça les frais de l'appartement. Et ça a baissé déjà. Et ces choses-là, en temps normal, constituent 25% de l'indice des prix. Et ils continuent à baisser. Et donc, ça, c'est une des choses que, pas seulement les achats et ventes, mais si tout ce qui est autour de l'immobilier va baisser, c'est une des raisons. Donc, ça, c'est important. Une autre chose, c'est que, par exemple, vous voyez que les matières premières qui avaient beaucoup augmenté, le pétrole, par exemple, il est revenu à moins de $80. Et donc, $75, il est maintenant, alors qu'il a été à près de 100 il n'y a pas longtemps. Ça aussi, on pense que les matières premières continueront à baisser ou resteront comme ça. Pas seulement en Israël, d'ailleurs, dans le monde entier, on pense que l'inflation baissera. Aussi parce que l'immobilier, aussi par les matières premières, c'est la même chose. Mais disons qu'en Israël, il y a, depuis d'ailleurs un an et depuis avant, Israël arrive mieux à juguler l'inflation que dans l'ensemble des pays. On a toujours des meilleurs résultats qu'ailleurs. Et le fait que les taux d'intérêt étaient très élevés font aussi, ça bouche un peu les demandes. Et comme l'inflation, c'est quand il y a plus de demandes que d'offres, alors c'est une des raisons aussi pour lesquelles on pense qu'il y aura moins d'inflation. Il y a ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est parce que vous êtes le sujet. Il y en a qui disent qu'en Israël, on a un problème structurel de l'inflation à cause des monopoles. Et c'est vrai que, en fait, si vous voyez Carrefour qui est venu en Israël, on pensait que ça ferait baisser les prix. Ça n'a pas fait baisser les prix parce que les autres, les autres enseignes commerciales, Super et autres, empêchent les autres de venir ou bien font qu'il y ait un monopole. C'est vrai, et donc il y a des fois des problèmes de monopole que d'ailleurs les différents gouvernements successifs d'Israël ont essayé de faire qu'il y ait plus de concurrence. Il y a quand même, là-dessus, je voudrais dire quelque chose de très important. Le secteur agricole est souvent attaqué pour dire vous donnez des prix qui sont chers. Il faut des fois accepter que certains produits ou que certains secteurs puissent avoir une rentabilité minimale. Parce que vous voyez, dans le cas où nous sommes maintenant, est-ce qu'on voudrait vraiment avoir maintenant des tomates de Turquie après ce qu'ils nous ont fait? Lorsqu'il y a eu un grand problème avec l'Ukraine, Israël était le seul pays où on savait qu'il n'y aurait pas un problème alimentaire. En Europe, ils avaient peur d'avoir manqué de blé. Ils avaient peur d'avoir un problème de gaz. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué le problème de l'euro il y a un an. Donc, je dis que des fois, quand on attaque certains monopoles ou certains secteurs en Israël, surtout pour le secteur agricole, je trouve qu'il faut faire très attention parce que des fois, il y a des secteurs, comme je le redis, qu'il faut qu'ils aient une rentabilité saine pour pouvoir assurer l'indépendance de l'économie. Les micros sont ouverts. Vous pouvez poser des questions ou pas encore? Moi, j'ai une autre question derrière. Oui. Dans votre analyse, vous ne parlez pas du tout de l'éventualité d'une alia importante suite aux événements que nous vivons. Or, un apport de population, normalement, c'est bon pour l'économie, non?
Oui, vous avez raison. J'ai entendu que, même de France pour Calita, puisque vous me faites chaud au cœur, j'ai entendu que il y a 300%, on m'a dit, de plus de dossiers pour la LIA de France à cause de l'antisémitisme ou d'autres raisons. Euh, je ne sais pas si vraiment ça se réalisera. C'est-à-dire, il y a eu en 2015, il y a eu beaucoup de Juifs qui sont venus, par exemple, de France à cause des attentats. D'après ce que j'avais entendu, même à Calita, que beaucoup de gens se sont habitués à ça. Je ne sais pas. Je veux voir ça. Je ne, les Aolis pour l'instant qui viennent, c'est un compte-gouttes, c'est pas énorme. Il faut voir, parce qu'il faut voir la situation d'Israël, comment elle sera point de vue sécuritaire aussi dans les mois prochains. Je ne sais pas si des gens auront envie de venir dans les mois prochains, point de vue sécuritaire. Euh, on a plein de questions par écrit en attendant que Johan ouvre les micros. Alors, si vous permettez, je vais en lire certaines. Les banques israéliennes ne vont-elles pas souffrir? Augmentation des faillites, guerre des prix sur les dépôts. Je vous lis en plusieurs questions. Hein. Savez-vous ce qu'il en sera Attendez, de on peut l'emploi? faire un par un, Un parce que par j'ai un. vu Alors, expliquez-moi. avec Netanyahou, quand il a parlé hier, on lui posait deux questions, il ne se rappelait plus de la première. Alors, je préfère faire un par un. Vous Allez-y. vous avez, d'abord, c'est un sujet qui est passionnant pour moi, ou que je passe passionnant, mais qui me tient à cœur en tout cas, le problème des banques. Le banque et souffrir, moi, je suis plutôt du côté des clients des banques. C'est moi qui souffre et moins les banques, d'accord? Je ne crois pas que les banques, on peut avoir beaucoup de scrupules par rapport à eux. Ils ont fait en un an et demi 50 milliards de shekels de bénéfices. Ils ont eu cette année aussi, et rien que cette année, il y avait plus que 20 milliards. Lorsqu'on leur a demandé des efforts du point de vue du ministère des Finances ou de la Banque d'Israël, ils y font pas vraiment. Et effectivement, vous parlez des faillites. C'est eux qui ont entraîné maintenant la faillite de Mort, alors que Mort leur a dit, la société Mort, qui est ce grand prometteur, leur a dit, vous savez, au lieu de me mettre en faillite, laissez-moi en négociation. Qui va maintenant m'acheter en pleine guerre et quand je suis près de la faillite, un terrain, je vais perdre beaucoup d'argent. Il faut réfléchir. Je pense que les banques sont responsables, seront beaucoup responsables s'il y a des problèmes de faillite, parce qu'ils ont des fois aussi donné de façon pas normale les prêts, mais aussi comment dire, parce que ils ont aussi également pris des écarts énormes, comme vous dites, entre les dépôts et les prêts. Un dépôt à la banque, c'est 2-3% en moyenne, et un prêt à la banque, c'est facilement 10%. J'en ai même des vues entre 15 et 20. Et donc, j'ai pas vraiment pitié pour les banques. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le marché, c'est vrai que la Banque Poalim, par exemple, a publié aujourd'hui son bilan, elle a dit, à cause de l'immobilier, je suis obligé de penser que beaucoup de gens qui me donnent de l'argent ne me payeront pas. Il a baissé un peu son bénéfice, mais il reste bénéficiaire de façon très importante. Et pour l'instant, je ne m'en fais pas tellement pour les banques. La deuxième question, savez-vous ce qu'il en sera de l'emploi et des rémunérations? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les gens qui font leur alia? Ah, moi, ce que je peux vous dire, par exemple, pour l'agriculture, regardez, c'est des gens qui sont d'accord maintenant d'aller dans l'agriculture. Mais imaginez quelqu'un qui a dû être vidé parce qu'il était vendeur de magasin et il accepte de travailler dans l'agriculture. En dehors de ce que l'agriculteur lui donnera, l'État est d'accord de lui ajouter 4 000 shekels par mois. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a maintenant des opportunités. Il y a des métiers où je vois que depuis très très longtemps, il y a un grand besoin. Tout ce qui est enseignement, il y a bien entendu la technologie. Elle avait beaucoup repris avant le 6 octobre. Elle avait eu un problème comme l'ensemble des pays du monde à un moment donné, mais ça reprenait les emplois, des demandes d'emploi. Et donc, il y aura sûrement, moi je ne suis pas, maintenant à l'heure actuelle, il y a des secteurs, comme j'ai dit, qui prennent moins, mais je pense que je ne suis pas inquiet. Encore une fois, si la situation sécuritaire se dégrade pas trop. Encore une autre question. Quel débouché pour la technologie israélienne après la fin des accords d'Abraham et une Chine qui se positionne clairement contre Israël? Je dirais dans tous les secteurs. Israël, dans la plupart des secteurs de technologie, est considéré comme un leader mondial. Que ça soit le cyber, que ça soit ce qu'on appelle le food tech, c'est-à-dire la technologie de l'agroalimentaire, que ça soit la désertification.
Et alors, pas pour vous dire, l'armement. Israël n'a jamais autant vendu d'armement. Je parle surtout en défense. Elle a maintenant récemment, elle a vendu en Allemagne. D'ailleurs, c'est ironique. Mais l'Allemagne pourra maintenant se défendre grâce à Israël. Mais elle a vendu maintenant récemment à la Finlande des milliards de dollars. Je ne vois pas des problèmes de débouchés. Au contraire, la Chine, tout le monde est d'accord, est en récession. Elle a beaucoup moins de croissance et à mon avis, elle n'est pas un concurrent par rapport à Israël. Johan, tu pourrais ouvrir les micros si les personnes veulent. Oui, c'est fait. Ah, c'est fait. Alors, C'est quelqu'un couvert. veut poser une question? Puisque les Tu micros vois. sont ouverts. Allez-y. Est-ce que vous croyez que les prix de l'immobilier vont baisser à Jérusalem? Oui. Bien. Par exemple, je peux vous dire, Jérusalem, c'est pas mieux que Ra'anana. Dans un beau quartier de Ra'anana, un 4 pièces, il y a 6 mois, a été présenté, proposé sur Internet à 3,5 millions et maintenant, en octobre, à 2 650 000 shekels, soit une baisse de 25%. Même dans les endroits prisés comme ça, il va y avoir des baisses, oui. D'accord, d'accord, merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y en a déjà. Ah oui. S'il vous plaît, est-ce que les prix à la location baisseront aussi? Ce mois-là, en octobre, ils sont restés stables parce que les gens ont trouvé des solutions. Je ne sais pas, pour les prochains mois, c'est difficile à dire. Encore une fois, le problème sécuritaire, tant que les gens du sud et du nord ne seront pas rentrés chez eux, je ne vois pas les prix de location augmenter parce qu'ils sont pris en charge d'une autre façon. D'accord? Maintenant, je veux dire, c'est vrai que ce mois-là, ils vont continuer en septembre, qu'on a eu des chiffres, ils ont continué à augmenter pour les nouveaux locataires, la location, on n'a pas les chiffres d'octobre. Mais ça dépendra des problèmes sécuritaires, mais il y a un certain tassement. Merci. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, je voulais vous dire, vous avez parlé, c'est très optimiste et vraiment, vous nous donnez chaud au cœur, c'est très bien. Alors, mais pourquoi vous dites que les médias sont pas du tout dans votre ligne, disons? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui. Si Manitou était là, il pourrait le dire mieux que moi, je pense. Il y a, je pense, une haine, je sais pas. Pourquoi noircir? Pourquoi une haine de soi? Je sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, des fois, je suis stupéfait. Pourquoi ils font, quel intérêt ils ont exactement? Ils veulent, souvent, il faut dire que l'élite économique et financière est contre ce gouvernement et ils voudraient une autre majorité. Je pense qu'il y a une question politique, mais des fois, c'est absurde. Je vois par exemple, je vois un titre terrible et je rentre dans l'article où je vois ce que est en vérité le fait et je vois que c'est pas ce qui est dit, ce qui est en réalité la réalité économique. Ouais, c'est juste pour faire des titres, c'est ça? Non, c'est plus grave. C'est Pour beaucoup tromper plus le grave. public, voyons. C'est beaucoup plus grave. C'est du classique, ça. C'est contre le gouvernement, tout ça. Oui, là, je pense, oui. Et contre le peuple, en fait, c'est problématique, oui. Il y a une question sur le chat. Est-ce que le coût des énergies comme le gaz ou le pétrole va rester stable ou sera en hausse? Le coût du gaz et du pétrole. Il y a différentes écoles. Il y en a qui voient le pétrole, en tout cas, je parle du pétrole, on en parle plus que le gaz, à 100 $, et il y en a qui le voient moins. Un des grands consommateurs de gaz et de pétrole, c'était la Chine. Elle a moins de croissance maintenant, elle est en récession. Il faut savoir que le monde entier rentre maintenant en récession, y compris aux États-Unis et en Europe. Et normalement, lorsqu'on rentre en récession, on consomme moins de pétrole et de gaz. C'est pour ça que beaucoup se battent pour dire que sans doute les matières premières, y compris le pétrole et gaz, seront moins chères maintenant que maintenant. Maintenant, je dois ajouter, évidemment, s'il y a des tensions comme aujourd'hui, vous savez sûrement, vous avez entendu parler qu'il y a un bateau israélien qui a été, un bateau pas israélien, disons pas, qui appartenait à Israël, d'un homme d'affaires israélien qui a été pris par les gens du Théman. Heureusement, il n'y a pas d'Israéliens à bord, mais ça, ces problèmes-là, et c'est un problème sécuritaire, c'est un problème régional du Proche-Orient, c'est évident
que ça fera augmenter en premier moment le pétrole et le gaz. Mais on n'y est pas encore. En fait, ce que vous dites, c'est que l'économie israélienne avant la guerre, elle était très très bien et que Oui. ça va continuer comme ça. Non, Autrement dit, non, non. Alors, il faut encore. Je dis d'abord, il faut être prudent parce que, à cause des problèmes sécuritaires du Nord surtout. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est il y a 150 000 missiles. Ce qu'on a peur, il faut dire la vérité. Haïfa, toutes les usines sont là-bas, toutes les choses comme ça, tout Israël peut être détruit économiquement. Il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, maintenant, quand je dis il y a la guerre, d'un côté, fait macroéconomique des problèmes, ce qu'on sait d'empirisme, et vous le savez bien, le plan Marshall ou autre, ou toutes les guerres après, généralement, après une guerre, il y a une croissance très très forte, c'est-à-dire comme après le Covid, si vous voulez. Il y a le contraire qui arrive, et c'est normal. Et c'est financé pour différentes raisons. Il sera sans doute financé par l'État. Mais je ne peux pas vous dire à 100% qu'on ait ce scénario, parce qu'on n'est pas à la fin. on est dans l'incertitude. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous poser une question plus générale, mais qui fera l'objet probablement d'une autre conférence. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y, Madame Hare. Si j'ai bien entendu, vous avez dit qu'en général, Israël était plutôt dur socialement pour Oui. maintenir l'économie, mais que maintenant, il y a un mieux, un petit mieux. J'aimerais bien savoir quel est ce petit mieux. Il y a eu, par exemple, ce que je vois, Chasse avait l'intention de donner des bons alimentaires aux populations défavorisées. Il y a eu beaucoup d'aides qui ont été données cette année-là aux populations défavorisées. J'ai plus maintenant en tête, mais des aides directes et des fois des aides indirectes qui n'ont pas été faites par l'ancien gouvernement. Surtout dans les postes ministériels qui étaient soit par les sionistes religieux, soit par Agudat Israël, ou soit par Chasse. Et donc, il faut voir les budgets. C'est aussi du mieux, c'est aussi des budgets, des choses comme ça qui sont donnés, qui n'étaient pas donnés avant. C'est de ça dont on parle aussi. Mais il y avait quelque chose, il y a eu des avancées sociales qui ont été faites dans cette année, oui. Merci. Que je peux poser une question? J'aurais aimé savoir quelle est l'incidence des associations dans le social du pays. Vous avez entendu la question? Non, pas du tout. Si vous Quelle est pouvez répéter. l'incidence des associations, Ouais. c'est-à-dire des ONG finalement, dans la vie sociale du pays? Des associations israéliennes. Oui, dans- bien sûr, oui. C'est intéressant d'ailleurs votre question parce que j'ai vu que Et dans le plan comment c'est pris en compte? D'accord. Dans le plan du dédommagement du gouvernement, ils ont voulu aussi, je ne sais pas si on fait pour le Covid, que même les associations reçoivent. C'est-à-dire, il y a des associations qui ont eu moins d'offrandes maintenant, ou qui ont eu plus de charges. Et alors, il a été prévu un dédommagement même pour une partie des associations. Donc, c'est intéressant de voir. Oui, les associations maintenant, c'est reconnu par tous les économistes. Ce qui s'est passé dans ce mois-là, c'est même macroéconomique. Je n'ai pas de chiffres. Je sais que je m'étais, qu'on m'a demandé une fois à Kalita de faire une recherche là-dessus, comme vous savez, comme en France, ça existe pas sponsor, c'est mécène, par exemple. Et en Israël, ils appellent ça itnadvut, c'est-à-dire tout ce qui est, même des entreprises ou des sociétés ou n'importe quoi, qui aident les associations ou qui donnent de leurs heures pour faire du bien. Et ça, c'est en dehors de la guerre, je parle. Et les chiffres sont incroyables. J'ai vu que ça dépasse les 100 000 entreprises. Ça veut dire, c'est énorme. Le nombre de façon habituelle, d'ONG, comme vous dites, qui sont soutenues ou d'actions sociales qui sont faites par les entreprises ou même par les banques ou par les indépendants ou autres, sont des sommes très importantes. Des chiffres qui, à mon avis, en pourcentage par rapport au tissu économique israélien, sont, à mon avis, équivalents, voire même supérieurs à ce qui est dans le monde occidental. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, par exemple, par rapport à un PIB ou par rapport à l'enveloppe sociale du pays?
J'ai les chiffres, si vous voulez, si vous me donnez votre WhatsApp, je pourrais vous les envoyer. Je sais pas si j'ai fait une fois une étude circonstanciée à ce sujet. Il y a un Schnaton, un annuaire qui est publié chaque année où tous ces chiffres-là sont indiqués. Je peux poser ma question Merci. après, excuse. On sait qu'Israël est un des pays les plus inégalitaires dans l'OCDE, d'accord? Mais voyons, si on réduit ces écarts sociaux, est-ce que ça porte atteinte à l'économie peut-être? Ou pourquoi ne le fait-on pas? Après tout, on est un pays juif. Dans le judaïsme, il y a une notion de tzedek, de justice sociale. Vous avez tout à fait raison. Comme je l'ai précisé, et c'est ma grande critique, la politique qui a été faite par Netanyahou quand il était ministre des Finances et autres, a mis beaucoup de gens dans des positions difficiles, dans des secteurs entiers de la population. Et il y a eu une volonté de corriger ça. Et je crois que vous avez raison. Je pense que plus de justice sociale, c'est bien pour la macroéconomie, c'est bon pour l'économie. D'abord parce que c'est bon pour la consommation. C'est évident également que quand une économie, quand les gens se sentent qu'ils sont plus appréciés, que l'économie est plus solidaire, alors ça leur permet, ils veulent plus participer à ça. C'est sûr que vous avez raison. Et il y a eu je pense que toutes les recherches qui ont été faites là-dessus le prouvent. Il faut dire que le problème en Israël, je pense, les élites économiques et académiques ont empêché ça pendant énormément d'années de se faire. Et c'est valable dans beaucoup de pays. Je ne sais pas s'il serait le plus inégalitaire de tous les pays, mais en tout cas, la politique sociale en Israël, c'est vrai, a vraiment des manquements, puisque les sommes qui sont attribuées sont beaucoup plus faibles que dans les pays occidentaux et développés. Oui. Bon, je crois que ça ferait l'objet d'une autre conférence, c'est un sujet très important. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions? Non. Oui, Alors, si vous me oui, permettez, allez-y. David, il y a une question sur le chat à propos d'amener des travailleurs étrangers. Oui. Est-ce que c'est un bon calcul à long terme ou à court terme? Vous avez posé des bonnes questions. D'abord, le nombre de gens étrangers qui n'étaient pas arabes, qui étaient en Israël, n'était pas très important. Et donc, on a vu, par exemple, avec le problème d'Érythrée, qu'est-ce que ça a pu faire quand il y avait une grande population qui est étrangère à Israël et qui a une civilisation, comment ça peut faire. Le problème suivant, c'est qu'Israël aura besoin de se reconstruire dans les prochains mois. C'est sûr que momentanément, ils vont faire venir beaucoup de main-d'œuvre, surtout dans le bâtiment, il faudra reconstruire. Je pense aussi qu'ils vont aller plus vite, ils vont utiliser des procédés qui existent, qu'on peut construire une maison en 6 mois, 1 an, etc., parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens pendant des mois et des années sans avoir d'appartement. Maintenant, est-ce que après, quand on aura moins besoin, sans doute, ils essaieront de faire autrement. Mais c'est un problème existentiel que vous demandez parce que le fait qu'il y avait ici, jusqu'à maintenant, beaucoup de Palestiniens qui travaillaient de Gaza et même de Cisjordanie, vous savez tous les problèmes que ça fait point de vue sécuritaire. Et ça, c'est existentiel pour Israël. Encore une question? Ok. Oui, je me demandais si la dynamique économique qui avait été engendrée par les accords d'Abraham risquait pas de souffrir de la situation actuelle et idem vis-à-vis de la Chine aussi. Alors, d'abord, la Chine, j'avais répondu, mais j'avais pas répondu pour les accords d'Abraham. D'abord, d'après beaucoup de politiques, c'était ça l'idée de l'Iran. Ils voulaient casser les accords avec l'Arabie Saoudite, surtout, parce que c'est ça pour ça qu'ils voulaient faire cette attaque-là. Maintenant, moi, je peux vous dire les faits. Les faits, c'est la chose suivante. Tous les pays de l'accord d'Abraham, ils ont dit oui, non à Israël pendant cette période-là, mais ils ont empêché toutes les mesures que voulaient faire dures par rapport à Israël, de rompre les relations et des choses comme ça. Ils ont dit il n'y en a pas question. Et donc, pour l'instant, ils ont tenu bon. L'Arabie Saoudite a dit, le ministre des Investissements a fait une déclaration il y a 1 ou 2 semaines en disant pour nous, la normalisation continue. Ça veut dire que c'est un non-événement. Il attend que ça se termine, bien sûr, mais disons que
leur intérêt, c'est de dire que ça va continuer. Encore une fois, d'ailleurs, je pense même que si Israël, d'après ce qu'on parle, va permettre la reconstruction de Gaza, elle leur permettra, à mon avis, plus facilement avec les pays avec lesquels elle est en accord avec les accords avec Abraham, les accords d'Abraham, c'est-à-dire les Arabes Unis, le Maroc et autres, sont beaucoup mieux venus que beaucoup d'autres pays. Et donc, je ne vois pas que ça soit remis en cause. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup disent. Merci. Merci beaucoup. Toda Rabba. Maman, c'était très intéressant. Toda Rabba. Merci beaucoup. Très, très intéressant.